Bonjour à tous, j'espère que tout va bien, que vous avez passé un très bon week-end. On est ravis de vous accompagner pour cette toute dernière semaine inédite avant les vacances d'hiver. Attention, demain et mercredi, pas d'émission. Nous céderons notre place au championnat de ski alpin, mais nous serons bien là en fin de semaine. Voici en image le sommaire de ce 8 février. Pour parler de sexualité à ses enfants, il y a deux méthodes. La méthode à la Chabat, avec la bouteille de lait dans une parodie des nuls, où il y a les parents timides et bloqués qui, eux, renvoient sur des livres pédagogiques. Toutes les méthodes sont bonnes, mais comment parler de sexualité, des plaisirs, des risques et des interdits, c'est notre dossier du jour. Denis, l'un de nos 3 invités coup de cœur, a lancé une opération qui vise à promouvoir les artistes pour le plaisir et pour la création artistique, avec des concerts à domicile et sur le lieu de travail. Il est sur ce plateau pour en parler, aux côtés de ces deux artistes, Pahamat et Bernardo Sandoval, qui vont nous offrir en fin d'émission un live. Très beau cadeau de la part des deux artistes qui sont avec nous. Et alors, aux répétitions, on avait tous les frissons. Vous allez voir que c'est un magnifique live à vivre, plein d'émotions en fin d'émission. Raphaël Talbot, elle, poursuit sa découverte du monde agricole. Elle est accueillie par différents profils qui travaillent dans le secteur. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'un couple de maraîchers bio. Bonjour Raphaël. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Être maraîcher aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va répondre à cette question. Aujourd'hui, ici, dans la vallée de la Lèze, en Ariège, je suis à Paillès, chez Isabelle et Angèle, un couple de maraîchers qui s'est installé ici il y a plus d'une dizaine d'années. Ils viennent de l'île de la Réunion. Ils vont nous raconter les réalités du métier, les difficultés de l'installation et l'équilibre qu'ils ont trouvé aujourd'hui, notamment grâce à la vente directe et au système d'AMAP. Parfait, merci, à tout à l'heure. Regardez-moi ce beau plateau aujourd'hui. Bonjour à tous les 4. Bonjour. 4 invités pour ce 8 février. Alors on va commencer avec notre dossier du jour qui va vous accompagner dans vos futures conversations avec vos enfants lorsqu'il sera question de sexualité. Alors à quel âge? Comment leur dire sans les choquer et surtout sans que vos adolescents ne vous répondent « Mais je veux pas en parler avec toi, pas de ça !» Je le fais bien, Capucine ou... Parfait. Ah oui, c'est ça. Allez, c'est notre dossier du jour. Dossier du jour aujourd'hui donc avec Capucine Moreau, sexologue. Vous parlez de sexualité dans votre école que vous avez ouverte à Toulouse, c'est l'école de Capucine. Alors vous savez quoi, on va en parler directement avec ces quelques images, quelques éléments de réponse d'abord pour savoir comment parler de sexualité à ses enfants. Et bien sûr, nous irons plus loin dans la pédagogie avec Capucine. Manon m'a demandé comment on faisait des bébés. J'espère que t'as assuré. Près de 4 jeunes sur 10 ne parlent pas de sexualité avec leurs parents. Et pourtant, ce sujet ne doit pas être un tabou. Encore faut-il trouver les mots adaptés à chaque âge. Dès 3-4 ans, à la question « Comment fait-on les bébés ?», dites la vérité sans être cru. Par exemple, lorsqu'un papa aime beaucoup la maman, il met une petite graine dans son ventre, un bébé s'y développe et naît. Vous pouvez ajouter que c'est grâce à son pénis, mais pas la peine d'aller plus loin à cet âge. À partir de 6-7 ans, apprenez-lui les mots justes. Vous pouvez dire verge ou pénis à la place de zizi. Répondez-lui en vous mettant à son niveau, sans jugement et sans entrer dans les détails. Ce dont il a besoin, c'est de repères. À partir de 11-12 ans, entrez dans le vif du sujet, toujours dans un climat de bienveillance et de confiance. Premier rapport sexuel, désir, orientation sexuelle, puberté, règles pour les filles, c'est le moment d'en parler. Et non, il n'y a pas de joker. Pas de joker pour vous, mais en tout cas, nous, sur ce plateau, on a une sacrée carte à abattre. C'est Capucine Moreau, carte que l'on va jouer ce matin pour parler de sexualité donc à ses enfants. On est content que vous soyez là, ma chère Capucine. On l'a vu, il y a peut-être différentes tranches d'âge avec lesquelles il faut jouer pour évoquer la sexualité. D'accord, mais est-ce qu'on peut essayer de voir à quel moment on doit parler de sexualité à ses enfants? Est-ce que c'est au premier baiser? Est-ce que c'est au deuxième bébé quand maman a le ventre qui grossit? Est-ce qu'on doit devancer les questionnements de nos enfants? Alors j'ai trouvé le petit reportage super bien fait. On voit effectivement les tranches d'âge. Alors en général, les questions peuvent arriver effectivement vers 3-4 ans. Donc la première étape, ça va pas être tant de parler de sexualité. En général, la question vient effectivement par comment on fait les bébés et aussi par les différences anatomiques. Quand on commence à voir la différence entre un petit garçon et une petite fille, tiens, on n'est pas fichu pareil. Donc c'est déjà un premier pas important de pouvoir
parler des sexes, des anatomies, de nommer aussi une vulve, un pénis. En général, on dit zizi, zézette. On dit pas nounou, on dit genou. Donc de pouvoir aussi nommer, ça n'empêche pas d'utiliser des petits mots, mais déjà de commencer à nommer les choses telles qu'elles sont. Mais alors, est-ce qu'il faut les infantiliser, pardon. Parce que là, on a dit zizi, zézette, etc. Mais est-ce qu'il faut infantiliser les propos ou est-ce qu'il faut vraiment, j'espère moi, c'est vrai qu'on va voir quelques photos que vous nous avez confiées d'un collectif où effectivement ce collectif propose des images pour expliquer la sexualité aux enfants. Vous allez nous parler de tout ça. Mais est-ce qu'on doit nommer clairement les organes ? Alors oui, effectivement, on voit là sur les planches anatomiques, c'est un collectif qui s'appelle Entre les jambes, qui a fait un super outil d'éducation à la sexualité qui a été validé par l'UNESCO, qui a maintenant une chaire de santé sexuelle et de droits humains. Et donc on voit bien, là, ce sont des schémas pour les 3 à 6 ans, on voit jamais effectivement des corps entre les jambes. En général, les planches anatomiques ne comprennent pas ça. Alors évidemment, on va voir le pénis du garçon, on va voir moins la vulve de la fille, qui peut s'imaginer qu'elle n'a rien, comme on a souvent entendu. Donc on voit, donc là c'est à partir de 6 à 9 ans, on va un peu plus détailler. Vous voyez le gland du clitoris, l'orifice du vagin, bourse, gland du pénis pour les garçons. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des âges, on va finalement pouvoir préciser, comme on le fait pour tout le reste de l'anatomie. On va pas expliquer tout le système digestif à un enfant de 3 ans. C'est un peu la même chose pour ça finalement. Et de pouvoir nommer, encore une fois, pourquoi pas dire zizi, zézette en plus, mais si on n'utilise que ces mots, je trouve qu'on met déjà un voile dès le départ sur ce qu'est la sexualité. Parce que c'est vrai que quand on a le jeu d'apprentissage du corps, où est ton petit nez, où sont tes oreilles, où est la bouche, et donc qu'est-ce qu'on doit dire? Où est ta vulve, où est ton pénis, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est nous, adultes, qui mettons une connotation gênante, honteuse sur ces parties-là. Donc l'enfant très tôt va comprendre que, tiens, ça peut pas être nommé. D'ailleurs, moi je vois en consultation beaucoup de femmes qui ne savent pas comment nommer leur sexe, qui ne savent pas, tiens, la vulve, la différence entre vulve, vagin, clitoris. Oui, mais quand on vient chez vous, et on a du mal peut-être à vous donner les petits noms que l'on donne à nos parties intimes. C'est ça dépend, en général, on joue avec ces noms-là, mais effectivement, ça va être toujours imagé. Et de toute façon, une chose pour qu'elle soit pensée, c'est important qu'elle soit nommée aussi. Et la sexualité, c'est pareil. Plus on va intégrer ça tôt dans l'éducation des enfants, plus on va pouvoir les accompagner quand ils seront pré-ados, ados et compagnie. Si on en parle à 16 ans la première fois, en général, ça va faire chou blanc, ça c'est clair. Et quand on est gêné, c'est compliqué de le montrer à ses enfants parce qu'en général, cette gêne véhicule une image assez négative. On se dit, mais si papa et maman n'osent pas m'en parler, qu'est-ce que je dois comprendre? Oui, alors là, effectivement, c'est ce que je vois là quand j'anime des ateliers ou en consultation. Finalement, la gêne et la honte, on se la trimballe de génération en génération. Donc nous, on a un travail à faire en tant qu'adultes pour changer aussi notre regard sur notre représentation de la sexualité et transmettre autre chose aux enfants. Si on est gêné, l'enfant va le percevoir. Pourquoi pas le nommer? Pourquoi pas le dire et l'exprimer? Tiens, là, je suis un peu gênée. Ma maman m'a jamais expliqué à moi comment on faisait. Écoute, je prends le temps, je t'en reparlerai. Pourquoi pas aller se documenter aussi? Regarder des planches comme j'ai montré. Là, on s'est arrêté aux 9 ans. Mais ces planches sont géniales aussi pour des adultes, puisque c'est évolutif. Donc, on a tous et toutes à gagner en éducation là-dessus. Ces planches que vous pouvez consulter sur Internet grâce au collectif Entre les jambes. Entre les jambes, elles sont libres d'accès. Libres d'accès, donc les images qu'on vous montre, vous pouvez très bien aussi les avoir chez vous dans votre ordinateur. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas se cacher derrière cette phrase « t'es trop petit pour comprendre ». À un moment donné, les questionnements sont toujours présents. Mais est-ce qu'il faut qu'il y ait un parent référent? Est-ce qu'on peut aussi dire « va en parler à ta mère, moi je ne sais pas, va en parler à ton père, moi je ne sais pas ». Si l'un des deux est particulièrement gêné ou si peut-être l'enfant va avoir plus envie d'en parler à un des deux parents, donc pourquoi pas. Je pense que ça peut être intéressant aussi qu'il y ait d'autres adultes référents, des oncles, des tantes par exemple, parce que c'est plus facile de parler. Alors, pas tout enfant, encore une fois, pour eux, c'est simple. Je veux dire, si on n'y met pas de la gêne, c'est quelque chose comme autre chose. Mais par exemple, à 12-13 ans, de pouvoir demander à une tante ou à un oncle, un peu, voilà, c'est parce qu'au départ, vous me surpreniez. Enfin, moi, je vois avec mes petits-neveux et nièces, je me vois mal parler de sexualité avec eux à 5-6 ans. Non, 12, je veux dire, 12, 18 ans, je l'ai déjà fait. Quand ils deviennent un peu ados, ça peut être plus facile d'en parler à un tiers autre que les parents.
C'est vrai, vous avez raison. Mais en général, c'est l'adolescent qui vient vous chercher. C'est pas, oh, quoique. C'est moi qui ai un peu lancé la conversation. Vous avez raison. Ouais. Parce qu'il y a un petit côté un peu. C'est plus rigolo d'en parler avec tonton tata. Ils me comprennent plus. C'est mieux. Oui, et puis du coup, on est moins confronté à la sexualité de ses parents. Parce que quand on va parler de soi, c'est aussi le miroir avec les parents. Tout à fait. Je vous propose d'écouter maintenant le témoignage d'Elsa. Elsa qui nous explique maintenant comment elle a parlé de sexualité avec ses enfants. J'ai abordé la sexualité avec mon fils quand il avait l'âge de 5 ans à peu près, quand il m'a demandé « Maman, comment on fait les bébés ?» Donc, comme c'était un passionné de Titeuf, je lui ai acheté le guide du zizi sexuel de Titeuf. On s'est expliqué avec beaucoup d'humour et on l'a lu ensemble avec moi et son papa. Et voilà, de façon à ce qu'il comprenne avec des choses réelles, mais avec quand même de l'humour. Ça marche aussi ? Oui, de se servir de livres, effectivement. Tant que c'est accompagné, j'allais dire, pas juste prends ça. Il y avait une chose aussi que j'avais envie de préciser. Souvent, on va parler de sexualité aux enfants et plus tard sous l'angle reproduction. Reproduction, danger, en général. Risque. Et de pouvoir aussi en parler sous l'angle du plaisir. Des adultes, quand ils s'aiment beaucoup, enfin quand ils s'aiment beaucoup, pas d'ailleurs, pour avoir du plaisir et on va prendre cet angle-là et pas juste l'angle amour, procréation, attention. C'est important. Il faut parler de plaisir, mais il faut aussi peut-être parler des risques et des interdits, c'est ça aussi, parce qu'il y a le sida, il y a le viol, il y a l'inceste. C'est compliqué de dire aussi que le sexe, c'est malheureusement pas que du plaisir pour certains et qu'il faut peut-être prémunir les enfants comme on leur dit de ne pas parler à des inconnus dans la rue. Oui, exactement. Et d'en parler, que ça prenne pas toute la place, c'est juste ça. Justement, quand on va nommer la vulve, le pénis, on peut en profiter pour dire c'est des parties qui t'appartiennent. Tu vas peut-être avoir du plaisir en les touchant, les caressant. Tu peux faire ça plutôt dans ta chambre, avec toi-même. Ce sont des parties que seul toi peux toucher et pas des autres personnes. D'accord, oui, très bien. Voilà, des choses comme ça. Et c'est important aussi de partir toujours d'où l'enfant en est aussi. Plutôt que de toujours avoir trop de pas d'avance. Alors, évidemment, cette conversation-là, on l'a finalement plus quand nos enfants sont adolescents. Et quand ils sont adolescents, ils arrivent en 4e, il y a aussi des cours d'éducation sexuelle en 4e. Est-ce qu'il faut se reposer sur ces cours-là également ? Si, je sais pas, moi, ça peut être un point de départ de la conversation. Oui, complètement. Alors, j'insiste sur le fait que c'est bien d'en parler avant, plus on accompagne notre enfant, plus on s'évite la conversation, quoi. Alors, chérie, tu as des seins, tu as des poils et on y va. Parce que là, ils sont déjà en changement hormonal, entre guillemets, et ça pouffe dans tous les sens et c'est juste plus possible. Alors qu'un enfant de 10 ans va être beaucoup plus à l'écoute de ce qu'on va lui dire. Finalement. Donc oui, les cours de 4e, on a eu l'habitude d'avoir des cours vraiment très liés justement biologique, reproduction, risque, mais de plus en plus, il y a une orientation quand même vers le plaisir, vers les questions de genre, d'orientation sexuelle et compagnie. Oui, c'est ça, c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est que c'est vrai que ces cours sont plus sur la reproduction sexuelle et comment ça fonctionne, ça bouge, plutôt que sur le plaisir. Voilà, ça bouge pas mal. Il faut regarder ce qu'ils font en fait, juste s'intéresser aussi à ce qu'ils font en cours et pourquoi pas s'appuyer dessus. S'intéresser à ses enfants. Ça aussi, c'est une particularité au niveau de la sexualité, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de sexualités. Hétéro, homo, bi, trans. Est-ce qu'on doit aussi aller sur ces terrains-là pour bien comprendre son enfant et lui expliquer les choses, ou il ne faut pas être trop intrusif ? En fait, on peut ouvrir le champ. Par exemple, un petit garçon, une petite fille, on va toujours dire à un petit garçon, le jour où tu auras une amoureuse ou une petite fille, voilà. Là, on peut peut-être dire le jour où tu auras une amoureuse ou un amoureux peut-être. Enfin, ouvrir peut-être un peu à cet endroit-là. Une petite fille, en général, a une vulve. Alors après, il y a dans certaines personnes qui se sentent petites filles et qui ont un corps de garçon. Voilà, mettre peut-être de temps en temps des petites virgules pour que l'enfant puis l'ado, se sentent accueillis éventuellement dans sa différence. Et c'est à nous d'entamer la conversation. C'est pas à la réaction de l'enfant qu'on peut juger si on peut aller sur un terrain. Je sais pas, moi je vous dis ça, par exemple, on le dit à une petite fille, quand on aura un amoureux et qu'on voit qu'elle se replie sur elle-même ou qu'il y a une petite gêne et que là ce sera peut-être une amoureuse. Est-ce qu'on doit capter ces signes-là ? Ou est-ce qu'on doit mettre les pieds dans le plat tout de suite, comme vous l'avez dit, en disant un amoureux ou une amoureuse, peu importe, que tu aimes, qu'on s'aime. Qu'on s'aime tous et toutes. De toute façon, c'est comme n'importe quel sujet. Plus proche on va être de son enfant, plus on va capter les signes et plus on va s'adapter. Mais pourquoi pas lâcher un truc comme ça de temps en temps ça évite de cloisonner.
Et est-ce qu'on doit devancer la réaction de nos enfants s'ils sont face à des images pornographiques ou érotiques? Est-ce qu'on doit prendre les devants? Parce qu'aujourd'hui, les téléphones sont tous ultra connectés. Hein. Oui, alors c'est pas mal d'avoir bien conscience qu'ils vont tous et toutes être confrontés à du porno, beaucoup plus tôt qu'on ne l'imagine. Ben oui. C'est très souvent dès 9-10 ans. Donc avant même qu'ils comprennent de quoi il s'agit, avant même qu'ils soient excités par ce qu'ils voient en fait. Parce qu'une fois qu'ils sont excités, j'allais dire, c'est moins le problème en fait. Et avant, ça peut les choquer. Donc de pouvoir faire une éducation au porno comme on va faire une éducation peut-être à la presse, j'allais dire, ou aux informations en général. Finalement, c'est bien aussi d'éduquer les jeunes à ça. Alors, s'il y a des parents qui nous regardent aujourd'hui, qui se sentent concernés, est-ce qu'ils peuvent vous consulter dans votre école et faire appel à vous? Oui, alors ça va être... Alors, à l'école de Capucine, on a animé des ateliers pour les ados, pré-ados, ados, 9-12 et 12-15. Bon, là, c'est un petit peu à l'arrêt avec les circonstances qu'on connaît. Bien sûr. Souvent, dans les ateliers d'adultes, on parle beaucoup d'éducation aux enfants. Beaucoup d'adultes sont motivés pour travailler sur leur sexualité, pour transmettre autre chose que ce qu'ils ont reçu à leurs enfants. Et puis certaines viennent aussi en consultation, effectivement, quand ils s'interrogent comment transmettre à mon enfant. J'ai quelques jeunes qui viennent aussi sur recommandation des parents pour déblayer un peu le terrain. Alors n'hésitez pas à contacter Capucine, vous avez vu le contact qui est apparu, c'est capucinemoreau.com et je rappelle la sortie de votre livre, également la créativité érotique dans le couple chez la Musardine. Vous restez bien avec nous, d'autant que maintenant on vous offre également 2 livres en lien avec donc ce dossier du jour. Tout d'abord, Zizi et Zézette, dès 4 ans dans la collection Mes Petits Pourquoi aux éditions Milan, qui va répondre avec humour et pédagogie aux questions sur la découverte du corps, on en parlait tout à l'heure. Le deuxième livre, c'est celui-ci. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Non, voilà, L'amour et les bébés. Dès 7 ans dans la collection Mes Petites Questions aux éditions Milan, qui répond à 16 questions du genre: comment sait-on qu'on est amoureux, ou est-ce que quand on se fait des bisous, on fait l'amour? Pour gagner ces livres, vous envoyez tout de suite votre choix. Donc il y a Zizi et Zézette ou L'amour et les bébés. Vous envoyez également vos coordonnées postales à ecm.occitanie@francetv.fr et vous avez jusqu'à ce soir minuit pour jouer avec nous. Bonne chance! Et alors, après une bonne discussion sur la sexualité, rien de tel que le partage d'un bon repas en famille avec, par exemple, les légumes d'Angèle, qui est maraîcher bio et qui se confie maintenant à Raphaël sur ses cultures, le quotidien de son métier. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous nous attendez maintenant, Raphaël, au cœur de son exploitation, à Payès et en Ariège, et visiblement sous la pluie aujourd'hui. Oui, Mickaël, je suis à Payès dans l'Ariège chez Angèle et Isabelle, les maraîchers. Et les maraîchers, ils travaillent... dans tous les temps, même quand il pleut, il faut travailler. Bonjour Angèle. Bonjour, eh bien, oui, on travaille sous la pluie. On prépare une AMAP pour demain, AMAP de la muscadelle à Pinsaguel. Donc voilà, on commence à récolter les choux pour ne pas être débordé demain, parce qu'on livre un peu plus tôt. On récolte des choux aujourd'hui, demain on fera les poireaux, on a déjà préparé les carottes. Et puis demain, tout ce qui est feuilles, on le récoltera, les salades et les blettes. On va préparer tout ça pour nos paniers à AMAP. On a une 70 familles qui vont venir demain. Ça fait du boulot. Ça fait du travail, oui. Alors comment vous les récoltez, ces choux? C'est comme choux, comment ils s'appellent ceux-là? C'est les choux de Pontoise. Donc ils sont violacés, ils sont excellents en poté ou braisés. Et donc voilà, on les prépare. On les scalpe, c'est pas un joli mot, mais c'est comme ça que ça se fait. On les nettoie pour qu'ils soient présentables et qu'ils soient complètement comestibles. Oui, ils sont beaux, et quand vous préparez des paniers, il faut qu'ils soient tous un peu identiques. On essaie d'avoir une homogénéité sur les produits. Ça, c'est pour les AMAP. Après, voilà, on pèse la totalité et on répartit le poids sur chaque panier. Et ensuite, on conditionne, par exemple, les carottes ou les pommes de terre sur 1 kg, 1,5 kg, selon les paniers de la semaine. Mais les choux, on ne peut pas les conditionner chaque panier. Alors Angèle, ça fait 12 ans que vous êtes installée ici. Alors vos débuts, ça a été, à la fois vous avez eu de la chance, mais ça a été aussi compliqué. Racontez-nous. Voilà, alors ça fait 12e année qu'on continue le maraîchage. Je me suis installé, je cherchais après la formation que j'ai fait à Pamiers, je cherchais des terres pour m'installer. En faisant les réseaux ADR et Sivan Bio, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait connaître un éleveur ici qui voulait libérer de la terre pour installer quelqu'un. Donc un coup de chance. Donc je me suis présenté à lui, on a contractualisé un fermage. Et ensuite, j'ai eu la chance d'acquérir le bâtiment qui est là, avec 2 hectares autour, ce qui m'a permis de stabiliser mon installation. Parce qu'en fait, avoir de la terre, c'est compliqué aujourd'hui pour s'installer. C'est compliqué de s'installer sur des petites surfaces parce que en fait, les aides européennes sont faites pour les grandes surfaces. Plus on a d'hectares, plus on gagne. Donc il y en a qu'apparemment un petit peu des terres qui se fait.
Donc les libérations de terre sont très difficiles pour des maraîchers comme nous qui avons besoin de 2-3 hectares pour faire des rotations ou tout ça. Donc c'est pas facile à acquérir. Il faut avoir des coups de chance, il faut être connu des réseaux pour pouvoir, des réseaux agricoles et réseaux aussi bien citoyens que ce sont les mairies, les Comcom et tout ça, pour être connu, pour pouvoir, quand l'opportunité se met là, être là, présent et prendre d'assaut les terrains et c'est parti, quoi. Mais aujourd'hui, vous avez trouvé un équilibre, vous travaillez avec votre femme Isabelle, vous arrivez à vous sortir 2 salaires et vous avez un employé. Voilà, je me suis installé tout seul et en 2015, en 2010 et en 2015, Isabelle s'est réunie avec moi, on a créé un GAEC, une société à 50-50, le même statut agricole pour chacun. Et depuis l'an dernier, on a un salarié en CDI annualisé, ce qui permet que nous, l'exploitation, tout ce qu'on vend et notre chiffre d'affaires permet de régler toutes les charges, le salaire de notre employé, les cotisations et notre revenu. Voilà, on est très satisfait de ça. Tant mieux, c'est bien que vous trouvé un équilibre et on va le voir avec Isabelle tout à l'heure à l'intérieur qui va préparer les paniers pour la vente directe. Voilà, c'est ça. Allez, on y va ? Oui, on y va. Parfait, vous avez le temps d'y aller puisque maintenant ce n'est pas 1 ni 2 mais bien 3 invités coup de cœur pour cette deuxième partie d'émission. On va parler d'un mécénat sans argent. Oui, ça existe. On en parle aujourd'hui avec Denis Boucharin qui est avec nous, qui est l'initiateur de Tous Mécènes en Midi-Pyrénées. Et puis 2 des artistes qui ont participé à cette association. Vous les voyez sur votre gauche, Bernardo Sandoval, et sur votre droite, Pahamat. Merci en tout cas d'être là tous les 3 pour parler donc de ce mécénat. Denis qui finalement n'est pas un mécénat comme les autres, je le disais à l'instant. J'espère qu'il y en a d'autres qui ressemblent un peu aux nôtres. Alors Denis, il n'est pas l'initiateur, pas exagéré, on fait rien tout seul. Vous êtes modeste. Ouais, bon. Donc, 2010, une fille comédienne qui nous raconte la vie des comédiens et d'une manière générale des artistes. Quand c'est pas notre milieu, là on comprend. On se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et un couple d'amis qui me dit un jour moi j'ai relevé tous les meubles chez moi et j'ai libéré les murs et on a fait une expo d'un vague cousin peintre. Et il a vendu. Ah ouais. Et donc ça fait son chemin, et on s'est dit, voyons, comment peut-on faire? Eh bien, les gens ont des cours, on peut mettre des sculptures dans des cours. Ils ont peut-être une grande maison à la campagne, ça peut peut-être être une résidence d'artistes, etc. Voilà. Et moi qui connaissais bien le milieu associatif par ailleurs, je savais qu'il fallait pas qu'on dépende économiquement. Donc pas de subvention, on ne doit rien à personne, on ne demande jamais rien. Voilà. Et puis des rencontres magiques par la suite, bien évidemment. Bien sûr. Donc le but, c'est de valoriser les artistes, tout simplement, grâce à ces mécènes. Alors, comment vous êtes répartis les rôles? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là exprès pour dire « moi j'ai un jardin » ou « moi je peux vous accueillir dans mon entreprise », d'autres qui sont là pour dire « moi je connais 2 bons gars qui s'appellent Pahamat et Bernardo Sandoval et on doit les écouter ». C'est très compliqué parce que c'est souvent les mêmes personnes qui travaillent aussi, qui donnent l'énergie. Enfin, tout part d'une rencontre, de plusieurs rencontres. Par exemple, si nous n'avions, on peut citer les noms. Oui. Si nous n'avions jamais rencontré François et Stella Bisseuil, François Soula et Stella Bisseuil, qui ont construit leur vie autour d'une maison qui peut accueillir, que vous connaissez vous, il y aurait plein de choses qui n'auraient pas été même imaginées simplement parce que pas possible. Et ça a procuré beaucoup de choses. Et bien sûr, des personnes comme ça, on en a rencontré plein. Mais j'habiterais les 8 minutes que nous avons si je donnais leur nom. Et puis des histoires magnifiques et des histoires aussi. Des exemples. Des joies. Magnifiques. De la tristesse ou de la joie? Un des deux, allez. Et je préfère la tristesse. Je préfère la tristesse. 2012, je crois, sur un marché dans une ville, un village qui organise un festival de théâtre. J'étais avec mon épouse Marie, qui est un personnage important. C'est elle le téléphone, je hais le téléphone. Nous entendons une artiste qui me paraît, pour moi c'était évident, même si je suis pas critique, qui s'appelait Barbara Weldens, son nom de scène. Ah oui. Voilà, et donc Barbara, qui est devenue non seulement une amie, mais qui nous disait, je serai jamais chanteuse. On a eu envie dans la seconde, et je crois qu'on peut pouvoir dire que pendant 7 et 8 années, ça a été notre chérie, notre bébé, et on rêvait pour elle ce qu'elle a réussi à faire lorsqu'elle a été abattue par la mort sur scène. Et donc on continue bien sûr à avoir des contacts, et puis voilà, un mécénat auquel jamais j'aurais pensé, c'est que parmi nous, dans notre association, il y a quelques avocats, et en fait ce sont eux qui s'occupent de ce dossier. Alors qui peut intégrer votre association? N'importe qui. N'importe qui.
Tousmécènes.org. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, maintenant je m'en souviens. .org, avec un fichier contact. L'engagement, c'est rien. D'abord, on vous contacte même si vous vous engagez à rien. Sinon, la dernière fois où on a appelé une cotisation cette année, j'ai un peu de mal, parce que je suis aussi trésorier. J'ai un peu de mal compte tenu du fait qu'on n'a pas grand-chose à soutenir. C'est pas vrai, parce qu'on ne fait pas que des spectacles. Mais était de 25 € par an. Et puis aussi, vous permettez à certains artistes d'être hébergés avec des festivals quand... Alors là, c'est ce que je préfère. C'est vraiment ce que je préfère, c'est-à-dire que lorsqu'on s'interrogeait sur ce mécénat sans argent, sur ce qu'on pouvait faire en qualité de personnes qui aimons les arts, parce que nous considérons que c'est l'oxygène de notre société, on a découvert qu'on pouvait être mécène vraiment sans rien, simplement parce que nos grands-enfants ont quitté l'appartement et qu'il y a une chambre libre, qu'il y a des grandes troupes de comédiens qui viennent ou des groupes de chanteurs et qu'il suffit qu'on le sache et qu'on nous sollicite et puis on peut loger, donner un petit déjeuner pendant plusieurs jours. On peut créer des résidences d'artistes, ce qu'on a fait grâce à des mécènes merveilleux et également en plein centre-ville dans une très belle maison qui ont même prêté leur voiture toute neuve aux artistes pour pouvoir ensuite aller à la vue des gens merveilleux. Ce que je préfère encore, bien évidemment, ce sont toutes les aides indirectes avec les partenariats, avec les théâtres, voilà, ou les salles de concert, le Bijou par exemple à Toulouse, Théâtre Garonne, Théâtre Sorano. Et parmi tous les artistes que vous avez pu valoriser, donc Pahamat et Bernardo Sandoval, on est content que vous soyez là. Est-ce que tout va bien pour vous en ces temps un peu compliqués, de crise sanitaire où les spectacles n'ont pas lieu? Je dirais, on est content d'être ici. Bonjour, donc merci de nous accueillir. Oui, bon, les temps sont durs hein, pour tout le monde, et bien évidemment aussi pour les artistes, quoi. Mais je pense que bon, il faut quand même essayer de rester actif, quoi. Ouais, chacun dans nos créativités, chacun dans nos expressions respectives, quoi. Voilà. Vous avez participé tous les deux à Tous Mécènes. C'était important. C'est quoi? C'est une chance? C'est une aubaine? Alors vous êtes des grands noms, hein. C'est-à-dire que l'Occitanie. Non, c'est ça. L'Occitanie vous connaît, surtout en Ariège, mais c'est important pour vous de participer ou qu'il existe ce genre de mécénat? Ben oui, de toute façon, c'est vraiment autre chose. C'est pas la scène conventionnelle. On arrive chez des gens et sympa. D'ailleurs, ils nous accueillent très bien. Puis on se rend compte que la plupart des gens qui a le public, c'est quand même des fans, quoi. C'est des gens qui nous connaissent, tout ça. Et là, cette proximité qui fait, bon, on est là, puis après on finit le concert, on boit un coup, on parle. C'est pas pareil que le concert où on arrive, on fait la balance, les loges, le truc, le machin. Et qu'il n'y a pas cette proximité avec le public. Et ça, c'est intéressant. Et puis est-ce que c'est plus difficile? On dit toujours que chanter devant 2 personnes, c'est quand même plus compliqué qu'un zénith. Ouais, non, pour moi, c'est pareil. Qu'il y en a une ou qu'il y en ait 1000, c'est la même. Hein. Je suis d'accord. Mais on déploie la même énergie, quoi, l'intensité, quoi. Il faut donner, quoi, quand même, quoi, pour 2 ou pour plusieurs. Après, le contexte fait qu'on est plus ou moins porté, mais sinon, c'est vraiment la même chose, quoi. D'accord. Et vous avez participé donc à Tous Mécènes. Donc les 2 personnes, vous avez dit tout à l'heure qu'ils connaissent très bien Pahamat et Bernardo, c'est parce qu'ils les ont accueillis chez eux? Non, ils ne les connaissaient pas du tout, même, je crois. C'est simplement parce que nous avons organisé ce soutien-là. Enfin, un soutien, on dit soutien, mais c'est vrai qu'en fait, on en avait un peu envie. De temps en temps, on peut se faire un peu plaisir. Bien sûr, surtout avec... Moi, on a le même âge, donc moi, Bernardo, c'est depuis toujours, j'en entends parler, mais je pense pas que j'ai eu souvent l'occasion de lui serrer la main. Ouais, c'est ça. Là maintenant, oui, je crois que c'est bien. Et puis surtout, la voix assez forte. Bon, on l'entendra tout à l'heure. On l'entendra parce que vous nous avez réservé un live magnifique. Alors, aux répétitions tout à l'heure, ce mélange entre le flamenco pour vous, Bernardo, et la musique africaine pour vous, Pahamat. Un petit mot quand même sur vos actualités. Est-ce qu'on peut parler de 2021 pour l'un et pour l'autre? Ben, c'est compliqué l'actualité, disons que des projets, il y en aurait. Mais même les gens qui proposent des concerts, ils ne savent pas parce qu'ils disent, bon, écoute, c'est bien, on va prévoir ça pour le mois de mai, mais c'est toujours comme ça. En tout cas, moi, depuis le début, j'ai eu des concerts et des concerts et des concerts annulés au dernier moment. Pas l'anniversaire de Tous Mécènes. Non, ça c'était super. Ouais. Mais au bon, Bijou. On s'en souvient. Et vous, Pahamat, l'actualité rapidement? L'actualité, justement, là, on est en train de préparer pour les fans, pour tous les amis, tous ceux qui nous suivent, un album, quoi. Parce que bon, donc on a un répertoire qu'on a joué donc là-bas à Tous Mécènes, mais voilà, on prépare la sortie d'album de ce répertoire-là, quoi. Donc on vient le présenter. Alors pour tout savoir, vous allez sur le site donc pahamat.com.
pour Pahamat, bien entendu. Le site de Bernardo Sandoval, c'est sandovalbernardo.fr. Et puis tout à l'heure, on l'a marqué tousmécènes.org si vous voulez devenir mécène. Vous allez vous préparer, là, vous allez nous offrir ce très très beau live. Alors le temps de vous installer avec Marina et Dominique, notre équipe au son, on va retourner à Payès chez Angèle et Isabelle des maraîchers bio. Et Isabelle qui réalise maintenant des paniers en vente directe. Raphaël, vous êtes avec elle. Oui, Mickaël, je suis toujours à Payès en Ariège, dans la ferme d'Isabelle et d'Angèle, les maraîchers. Et Isabelle, elle est en pleine préparation des paniers. Angèle qui apporte les choux qu'il vient de récolter. Il y a plein de beaux légumes ici. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Alors, je suis en train de préparer des poches d'oignons pour la map de demain, parce qu'on prend un petit peu d'avance avec le temps. La MAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et donc, ça veut dire que les clients s'engagent sur une année à consommer un panier de légumes. Alors, il y a des petits, des grands paniers. Ils choisissent. Et ils contractent ça auprès d'un producteur. Donc, dans cette AMAP, il y a une dizaine de producteurs. Tous les produits sont représentés. De la viande, des œufs, des fruits, voilà. Nous, on apporte sur 40 semaines des légumes. Donc ça veut dire d'être très diversifié toute l'année. On va dire que là on arrive dans le creux de la période au niveau de la diversification. C'est plus des légumes de conservation comme là des oignons, des carottes, des céleri, radis noirs, des poireaux. Voilà. Et donc cette AMAP, ça vous apporte une stabilité aussi financière, vous savez à l'avance. Et ça c'est une sécurité en tant qu'agriculteur et maraîcher. Oui, c'est vrai, c'est notre banquier qui est très content parce que du coup, les gens doivent effectuer un paiement tous les mois, ou ça peut être par trimestre, mais du coup, c'est vrai qu'on même les mois où on ne livre pas, c'est-à-dire pour nous le mois de avril et mai, eh bien, on a les chèques qui arrivent quand même sur notre compte, et du coup, ça nous fait une sécurité et on sait qu'on n'est pas du tout stressé, ouais, c'est ça. Par les rentrées d'argent. Et donc du coup, en plus de la MAP, comment vous êtes organisé ? Qu'est-ce que vous faites pour compléter votre... Alors, en dehors de la MAP, nous avons une deuxième AMAP le jeudi, et puis nous avons un marché à la ferme, donc ici même, et donc là... Les gens viennent ici, il y a d'autres producteurs et ils viennent acheter directement, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et donc on regroupe d'autres producteurs. C'était une demande aussi bien de leur part que de la nôtre. Ça rend service à tout le monde d'être plusieurs. Donc il y a du pain, du fromage, du miel, de la bière. Une fois par mois, des tisanes. Tous les 15 jours, une petite coopérative qui vient de Murcia, qui vient vendre des agrumes et de l'huile d'olive. Donc c'est vrai que tout le monde s'y retrouve, on fait véritablement son marché et puis après on s'adapte bien sûr avec le contexte actuel. Il y a des personnes qui ne sont pas rassurées qu'on laisse un marchand libre-service, donc nous faisons aussi des paniers sur commande. Et lors du premier confinement, nous avons effectué des paniers imposés pour faciliter le flux des personnes. Donc voilà. L'adaptation, la vente directe, ça c'est important pour vous. Et dernière question, Isabelle, si quelqu'un veut s'installer en tant que maraîcher, qu'est-ce que vous lui conseillez ? Alors, je dirais que déjà il faut connaître le métier parce que moi j'ai découvert d'abord pendant 4 ans aux côtés de mon conjoint avant de m'installer. Faut vraiment de l'expérience à l'année parce que de faire du légume toute l'année, ça demande un grand sens de l'observation, une réactivité. Donc ne pas hésiter à se former auprès de différents maraîchers et puis passer par un diplôme si possible, mais ça c'est surtout l'expérience qui prime. Et puis après avoir le sens de l'observation, avoir de l'énergie et être motivé. Être motivé par tous les temps. Oui, exactement, on l'a vu. Merci beaucoup Isabelle de m'avoir accueillie chez vous. Merci. Et donc si vous voulez voir Isabelle et Angèle, c'est ici le mercredi, mais ils ont déjà beaucoup de monde. Et à Payès dans le village, il y a aussi une autre dynamique qui s'est créée après le premier confinement, un nouveau marché avec d'autres maraîchers, d'autres producteurs le vendredi.
Parfait Raphaël, merci beaucoup et je rajouterai d'ailleurs à ces informations que vous pouvez tout savoir sur le site apam-amap.org et vous choisissez la ferme aux légumes de Bouche. Le petit live avec les deux artistes est en train de se préparer. Le temps pour moi de vous donner l'adresse mail ecm.occitanie@francetv.fr pour pouvoir rentrer en contact avec toute l'équipe. On vous offre 2 livres aujourd'hui autour de la sexualité avec les enfants. Comment leur en parler? Vous avez la possibilité soit de recevoir ce livre, Zizi et Zézette des 4 ans dans la collection Mes petits pourquoi aux éditions Milan, ou tout simplement L'amour et les bébés dès 7 ans dans la collection Mes petites questions aux éditions Milan. Pour gagner ces livres, vous envoyez votre choix, Zizi et Zézette ou L'amour et le bébé, plus vos coordonnées postales. Vous envoyez donc à cette adresse ecm.occitanie@francetv.fr. Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour jouer avec nous. Bonne chance. Alors demain, pas d'émission. Mercredi, pas d'émission. On laisse notre place au championnat du monde de ski alpin. On reviendra jeudi avec toute une émission sur l'identité régionale. Mais maintenant, dernier petit tour du côté de Raphaël qui est toujours sous la pluie ariégeoise et au cœur de cette exploitation d'Angèle et Isabelle qui est bien connue à Payès. Oui, Isabelle et Angèle ont vraiment créé un lien social avec la vente directe le mercredi ici à la ferme avec les gens du village et des alentours. Et ils encouragent vraiment toutes les personnes qui veulent se lancer dans le maraîchage à le faire, même si c'est pas un métier facile tous les jours. On le voit avec le temps d'aujourd'hui, mais il y a une vraie demande. Et ce qu'ils disent, c'est que les consommateurs ont besoin et ont envie de manger des produits locaux, bio et de saison. Voilà leur message positif et réaliste. Bonne journée à tous. À demain, Raphaël. À demain. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. On termine en musique avec Pahamat et Bernardo Sandoval. Belle journée. C'est à vous, messieurs. ¿Cuántas veces amaste? ¿Cuántas te sentiste sola? ¿Cuántas veces amaste, mi reina? Reina sin rey, mi reino. Dama de poncho rojo, pelo de plata y piel morena. Dama de poncho rojo, pelo de plata y piel morena. Irmawa, umajele alice. Irmawa, fal mani maro welendo. Kani baro wele du no baro, sama ninge jarite alalo, mindimba yotoro. Cuántas olas salvajes, cuántos toros asesinos. ¿Cuántas veces amaste, mi reina? Reina sin rey ni reino. Dama de poncho rojo, pelo de plata y piel morena. Dama de poncho rojo, pelo de plata y piel morena.
Bravo. Passez une bonne journée sur France 3 et à demain.